Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Les Émirats Arabes Unis ouvrent un consulat général à l'Aïoun. C'est le premier pays arabe non africain à ouvrir un consulat général dans les provinces sud du royaume. Un événement historique loin d'être anodin à J-2 de la commémoration de la glorieuse marche verte. Il ouvre de nouvelles perspectives prometteuses entre Rabat et Abu Dhabi. Covid-19, triste double record aujourd'hui avec 5 745 cas et 82 morts. Devant cette situation alarmante, la vigilance s'impose impérativement dans les lieux publics, mais aussi dans les entreprises. Nous suivrons un reportage dans une usine casablancaise. Le Covid-19 a touché de plein fouet plusieurs secteurs. Le tourisme en fait partie. Avec une timide reprise, les professionnels du secteur aspirent à sortir de l'impasse. Ils mettent les petits plats dans les grands. Bonsoir, je vous le disais en titre, les Émirats Arabes Unis ouvrent un consulat général à l'Aïoun, la 9e représentation diplomatique inaugurée dans la métropole du Sahara marocain en moins d'une année et la 16e dans toutes les provinces du sud du royaume. Cet événement de taille coïncide avec la célébration du 45e anniversaire de la glorieuse marche verte, l'occasion d'ouvrir de larges perspectives pour la promotion de la coopération des relations bilatérales entre les deux pays. Sur place, la correspondance de Abdel Fattah Zouine, Reda Labidi, sur un récit d'Oumaïma Ramli. Les Émirats Arabes Unis, premier pays arabe non africain à ouvrir un consulat général dans les provinces sud du royaume. Un événement historique loin d'être anodin. Ce geste ouvre en effet de nouvelles perspectives encore plus prometteuses aux relations solides et stratégiques entre Abu Dhabi et Rabat. Cette inauguration est un acte révélateur du caractère séculaire et stratégique des liens entre nos deux pays. Le Maroc et les Émirats Arabes Unis sont liés par des relations distinguées et solides, bâties sur le socle de la fraternité sincère, de la solidarité permanente, du respect mutuel et de la coopération constructive instaurée par feu Sa Majesté Hassan II et Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan. Une fraternité arabe authentique qui ne date pas d'aujourd'hui. Il y a 45 ans, son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed, alors âgé de 14 ans, participe à la marche verte et partage avec le peuple marocain sa fierté de recouvrer sa souveraineté sur son Sahara. Cette décision souveraine de l'État des Émirats Arabes Unis d'ouvrir un consulat général à l'Aïoun réaffirme de manière concrète le soutien constant et infaillible d'Abu Dhabi à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et à son intégrité territoriale. Ce geste n'est que le prolongement des relations historiques solides entre nos deux pays. Les bases ont été jetées par les défunts Sa Majesté Hassan II et son Altesse le Prince Zayed Ben Sultan Al Nahyan. Le consulat général des Émirats Arabes Unis est la 9e représentation diplomatique inaugurée à l'Aïoun. Elle emboîte le pas à l'Union des Comores, au Gabon, à la République centrafricaine, à Sao Tomé et Principe, au Burundi, à la Côte d'Ivoire, à l'Eswatini et à la Zambie. Sachez que devant la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc aux Nations Unies a mis en avant hier l'essor spectaculaire et multisectoriel du Sahara marocain. Omar Hilal a mis la lumière sur une expansion formidable qui place les provinces du sud du royaume parmi les régions les plus développées d'Afrique. Écoutons tout de suite la déclaration de Omar Hilal devant les membres de la commission de l'Assemblée générale de l'ONU. Le Maroc a fait le choix de se tourner vers l'avenir au lieu de stagner dans le passé. Bien que fortement attaché au processus politique onusien, mon pays a pris la ferme décision de ne pas attendre son aboutissement pour assurer le développement socio-économique, politique, culturel de son Sahara, comme d'ailleurs pour toutes les autres régions du royaume. À l'instar des autres populations dans le monde, celle du Sahara a, elle aussi, légitimement droit au développement. Droit consacré par tous les pactes, conventions et instruments du droit international. C'est dans ce cadre que mon pays favorise depuis le recouvrement de ces provinces du Sud l'émancipation tout azimut de ces régions. Les faits
Les chiffres et les réalisations sont là pour attester de l'essor spectaculaire et multisectoriel du Sahara et qui place ces provinces du sud du royaume non seulement parmi les régions les plus développées du Maroc et du Maghreb, mais également de l'ensemble du continent africain. Aussi, le Maroc accorde-t-il une attention particulière à la participation des populations locales, à tous les niveaux, à la prise de décision pour les questions qui les concernent. Il y a 5 ans, le nouveau modèle de développement du Sahara marocain, lancé par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a vu le jour avec un budget de 8 milliards de dollars. Dans ce cadre, de nombreux projets d'investissement colossaux ont vu le jour au Sahara marocain. Il s'agit d'universités, cités de métiers, hôpitaux, bibliothèques, piscines olympiques, théâtres, terrains de sport et autres. Aussi, la ville de Ayoun a-t-il remporté ces dernières années plusieurs prix de sécurité environnementale et de verdissement attribués par l'Organisation des villes arabes. Par ailleurs, face à la pandémie Covid-19, le Maroc a adopté des mesures urgentes visant à contenir la propagation du virus dans toutes les villes, y compris au Sahara marocain. Ainsi, les provinces du Sud ont eu l'un des taux les plus faibles de contamination au niveau national. Comme vous pouvez le constater, la vie au Sahara marocain est marquée par le développement socio-économique, l'émancipation politique et la pleine jouissance des droits de l'homme et des libertés. Une situation épidémiologique toujours aussi alarmante avec des records qui étaient malheureusement jusqu'ici imbattables. Des temps dramatiques de la pandémie où il est urgent d'en finir avec l'irresponsabilité et l'individualisme et de penser plutôt à l'intérêt général. Les médecins du monde entier sont unanimes sur la question. Je vous le rappelle, le port du masque s'impose comme premier geste barrière pour barrer la route à la contamination par le coronavirus. Autrement dit, ce serait exposer les autres à un très très grand danger. À Oujda, le constat est affligeant. Il exige un sursaut citoyen. Rachid Lattabi et Mounia Marouche pour le commentaire. Il y a à peine quelques mois, Oujda était presque Covid-free. Elle s'est érigée qu'en ville modèle en termes d'implication et de responsabilité de ses citoyens. Il y a quelques jours, la situation a basculé dans le rouge. Que s'est-il donc passé? Pourquoi les Oujdais ont-ils baissé la garde? Ce citoyen résume la situation et manifeste son ras-le-bol. Le Covid est un virus mortel et certains citoyens ne le prennent pas au sérieux. Un relâchement est à déplorer. J'appelle tout le monde à bien porter son masque et redoubler de vigilance, car le virus court toujours parmi nous. Les gens, ils ne donnent pas importance pour mettre des bavettes ou bien pour faire attention aux désinfectants. On souhaite aussi qu'ils vont faire attention pour mettre toutes les précautions. La première des choses, c'est la bavette et les désinfectants. Le virus ne cesse d'emporter des vies. Mettez votre bavette et désinfectez-vous les mains. Soyez responsables et ne prenez pas les choses à la légère. Pour casser la chaîne de contamination, la sensibilisation bat son plein un peu partout à Oujda. Pour faire passer leur message, les bénévoles s'adonnent à un exercice de pédagogie. Quand vous savez, la situation sanitaire est très alarmante dans l'oriental et certains citoyens en sont en grande partie responsables. Pour éviter le pire, nous sensibilisons chaque jour les citoyens de l'oriental quant à l'obligation du port du masque et surtout sur la manière correcte de le porter. Rien que pour la journée d'hier, la région a enregistré 663 nouvelles infections, le nombre le plus élevé de cas recensé après celui de Casablanca. C'est très alarmant. Lavable ou médical, le port du masque est donc une nécessité absolue en ces temps de crise sanitaire. Un geste vital pour se protéger et protéger les autres. Un comportement à adopter dans les lieux publics, vous savez, dans les transports en commun, mais aussi en milieu professionnel. Et ça pour éviter l'apparition d'un cluster et donc un bilan encore plus alourdi. À Casablanca, le reportage de Salah Katir et Saïd El-Idrissi. Regardons. Employée administrative dans une entreprise spécialisée en agroalimentaire, Bouchra comme ses collègues sont désormais rodés. Gestes barrières et désinfection et distanciation physique sont de rigueur et font partie intégrante de leur quotidien à l'entreprise et même chez eux. Une fois les transports. Avant même notre départ vers l'entreprise,
Dans le transport, il y a la désinfection, l'aération et on veille à la distanciation physique. Et avant d'accéder à l'entreprise, la prise de température, la désinfection et le port de masque sont obligatoires. Et même chez nous, on a appris à adopter ces gestes pour protéger nos familles et nos collègues. Ici, les employés sont sensibilisés aux risques liés à ce virus. Et pour éviter sa propagation, ils sont tenus de suivre le protocole de désinfection et des consignes de sécurité et d'hygiène prescrites par le règlement de l'entreprise. Ces chiffres effrayants de contamination au Covid-19 nous poussent à aller de l'avant dans notre mission de sensibilisation. D'ailleurs, on a une cellule de crise qui s'assure de la bonne exécution du protocole de prévention. La situation est effrayante et seul le respect des gestes barrières et des consignes de sécurité peuvent nous débarrasser de cette pandémie. Seul le respect des mesures de sécurité, dont notamment le port de masque, peut éviter une transmission communautaire, ce qui permet une organisation saine du travail durant toutes ces étapes, de l'accès aux locaux à l'hygiène au milieu de restauration et dans les transports. Double triste record dans le macabre décompte quotidien du nombre des décès et des contaminations sur notre sol. Le Covid, d'une virulence absolue, ne cesse de faucher des vies malheureusement. 82 personnes ont succombé à la maladie pendant ces dernières 24 heures, soit un taux inchangé de létalité. Il est d'1,7%. Idem pour le nombre des contaminations, un rebond inédit, 5 745 cas. Les guérisons s'établissent à 3 977 cas. 76 personnes sont admises depuis hier, 18 heures, dans les services de réanimation. Le taux d'occupation des lits de réanimation, justement, dédiés au Covid est de 38,4%. Continuons donc à nous protéger et à protéger les autres en respectant les gestes barrières, dont le port du masque qui reste vital. Oui, il faut redoubler de vigilance pour se protéger du Covid, mais aussi de la grippe saisonnière. D'ailleurs, le vaccin antigrippal est désormais disponible. Toute une campagne est lancée par le ministère de tutelle pour inciter les citoyens à y adhérer, surtout les personnes fragiles, les personnes âgées de 65 ans et plus et les enfants de 5 ans et moins, ainsi que les personnes atteintes de pathologies cardiaques et pulmonaires. Et sachez également, retenez cette information très importante, le vaccin vient d'être intégré par l'Agence nationale de l'assurance maladie au guide des médicaments remboursables au titre de l'assurance maladie obligatoire, dite AMO. La Banque africaine de développement approuve un financement additionnel de près de 118 millions d'euros, et cela pour le programme d'appui et d'amélioration de la protection sociale mis en œuvre au Maroc. Ce financement supplémentaire vise à renforcer la riposte du Maroc face à la pandémie du Covid-19 afin d'atténuer notamment le choc de la crise sanitaire et de permettre une prise en charge rapide et efficace des patients atteints du Covid. La lutte anti-Covid-19 en Europe, cette fois-ci, malgré tous les efforts engagés par les pays du vieux continent, eh bien, les chiffres font toujours froid dans le dos. L'Europe a connu en une très sombre semaine plus tôt, avec une augmentation de 46% des nouveaux décès. Autre chiffre qui reste très inquiétant également pour les Européens, l'augmentation de plus de 20% des nouvelles contaminations liées au Covid, des statistiques tout juste annoncées par l'Organisation mondiale de la santé. Et face justement à ces chiffres galopants, plusieurs États européens resserrent la vis. En Italie, le chef du gouvernement Giuseppe Conte a signé une loi instaurant sur tout le territoire national un couvre-feu entre 22h et 5h. Les lycées seront fermés et les centres commerciaux devront fermer pendant tout le week-end. La majeure partie du Portugal amorce officiellement aujourd'hui un nouveau reconfinement. Le gouvernement français examine pour sa part les options pour établir une prolongation de l'état d'urgence sanitaire, et cela jusqu'au 16 février.
Présidentielle américaine, les incertitudes demeurent dans les swing states, c'est-à-dire ce que l'on appelle les États pivots, qui sont connus pour leur vote indécis et qui sont susceptibles de basculer à tout moment en faveur d'un candidat ou d'un autre. Le décompte des voix est toujours en tout cas en cours. La course entre le président sortant Donald Trump et son rival le démocrate Joe Biden s'annonce trop serrée pour déclarer un vainqueur pour le moment. Selon les médias américains, les votes restant à compter seront susceptibles de favoriser le candidat démocrate Joe Biden. Il laisse également entendre que l'on aurait très tard dans la soirée une idée plutôt assez précise du résultat, si ce n'est le résultat final. Retour à l'actualité nationale, le tourisme renaît à Ouarzazate après une saison printanière plutôt morose et un été qui a un peu sauvé la mise quand même, disons-le, et cela grâce à l'activité domestique. Eh bien, désormais, les professionnels du secteur misent beaucoup sur la saison hivernale et cela pour rattraper l'énorme manque à gagner qui est infligé par le Covid-19. Soumia Belayashi, Hassan Meskour et Zakaria Mokenbila pour le commentaire. Une unité hôtelière de haut standing à Ouarzazate. Chaque jour, des agents d'hygiène aseptisent les meubles et les surfaces des différentes pièces. Depuis la réouverture de la structure, le protocole est bien rodé. Si l'unité accueille peu de clients en cette période, les gérants ne lésinent pas sur les moyens pour entretenir et embellir les lieux. C'est une région qui vit beaucoup avec le tourisme. Toute la région vit avec le tourisme. Et en ce moment, comme vous le savez aussi, l'espace aérien est pratiquement fermé. Mais nous avons un grand espoir à ce que cette région puisse retrouver un peu sa place au sein des grandes régions touristiques du Maroc. À la différence des hôtels, les riads et les auberges touristiques situées en banlieue de la ville connaissent une activité plus importante. Certains touristes choisissent ces structures pour bénéficier des bienfaits du climat et de la nature des zones rurales, sans oublier la convivialité du personnel et le cachet architectural traditionnel. Je dois dire qu'on s'est toujours senti très bien accueillis. Tout le monde respecte les règles dans le possible. Je dois dire qu'on n'a pas eu la sensation d'être limité par le Covid. C'était une bonne surprise. On a eu vraiment une chance de pouvoir découvrir des paysages, des gens, des endroits qui étaient un plus magnifiques que l'autre. Et nous nous sommes toujours sentis en sécurité. On a trouvé que les mesures sanitaires ont été prises en compte. En ces temps de pandémie, seulement 25 unités hôtelières sur un total de 150 ont ouvert leurs portes aux visiteurs dans la province d'Ouarzazate. Afin d'alléger les effets de la crise, des campagnes de promotion sont organisées pour encourager le tourisme interne, un vecteur prometteur pour redynamiser l'activité dans la province. À partir de ce soir et jusqu'à vendredi, d'importantes chutes de neige, de fortes pluies et de fortes rafales de vent pouvant dépasser plutôt les 90 km/h sont attendues dans plusieurs provinces du royaume. On fait tout de suite le point sur cela avec Hosseini Abed, directeur communication à la direction de la météorologie nationale. À partir d'aujourd'hui, la situation météorologique va connaître un changement suite au rapprochement d'une dépression sur le large Atlantique sur l'extrême nord-ouest de notre pays. Et par conséquent, des nuages vont intéresser la moitié nord du pays, notamment les plaines atlantiques nord et centre, et vont donner quelques pluies par endroits sur les régions de nord, le centre, et vont atteindre même les reliefs de l'Atlas, l'est, le sud-est du pays au cours de la nuit suivante et la matinée de demain. Des averses vont être localement modérées cet après-midi et la nuit suivante sur les côtes atlantiques entre Jedida jusqu'à la région d'Essafi et aussi les régions du Haouz, Taroudan, c'est les régions de Rachidia. Cette perturbation va être accompagnée par des vents forts, des vents modérés aujourd'hui sur les plaines atlantiques nord et qui vont devenir forts la journée de demain sur les reliefs de l'Atlas, les plaines voisines, l'est et le sud-est du pays. Il y aura quelques chutes de neige sur les reliefs du Haut-Atlas à partir de la nuit suivante et la matinée de demain, qui dépassent généralement 2100 mètres.
La direction de la météorologie nationale, justement, un organisme étatique qui fait un travail de longue haleine, et cela pour nous annoncer les couleurs du ciel, comme c'était le cas tout à l'heure, et pas que. L'organisme a reçu aujourd'hui la certification ISO 09001V 2015, belle distinction en tout cas pour l'ensemble de ses activités de recherche, de support et de management. Bref, une excellente démarche qualité. Les précisions avec Amina Oumouha, directrice vente et marketing dans une société spécialisée dans l'inspection et la certification. Elle était au micro de Saïd Ejassé et Latifa Ben Halima. Écoutons-la. Ce que principalement il est abouti ou bien il est construit pour garantir une meilleure satisfaction client. D'accord. Abstraction faite de la satisfaction client, les thématiques ou bien c'est-à-dire les chapitres de cette norme se basent principalement sur l'implication du top management, ce qu'on appelle du leadership, sur l'implication du personnel et sur l'ensemble des éléments qui peuvent éventuellement aider l'organisme à mettre en place un système de management de qualité à la hauteur de ce qui se passe à l'international. La demi-finale retour de la Champions League africaine, c'est ce soir, c'est dans moins d'une heure à 20h. Le Raja de Casablanca croisera le fer avec les Égyptiens du Zamalek. Ce sera au stade international du Caire. Les Verts vont croient plutôt en leur chance, toute leur chance de remporter ce duel. Et surtout que l'équipe est actuellement en bonne forme, disons-le. Les protégés de Jamel Dinslami, qui étaient contaminés par le Covid, se sont refait fort heureusement une santé et ils sont déterminés à redresser la mise après le revers du match aller, à poursuivre l'aventure, ne leur souhaitant bien évidemment beaucoup de chance et de courage. Et c'était le clap de fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Belle soirée sur Al Oula, belle affiche, bon match et à demain.